Bienvenue sur Radio Bean to Bar. Je suis Benjamin Bazoge, fondateur de la chocolaterie du Nouveau Monde, et je suis avec Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour Ben, ça va? Ça va super, et toi? Ça va. Moi je suis Sophia Ornelas, je travaille à la chocolaterie du Nouveau Monde et aujourd'hui on est très contente de présenter notre 6e épisode. On va parler un peu sur comment pouvoir choisir un chocolat, comment comprendre un étiquetage quand on est déjà à la chocolaterie ou au supermarché. Voilà, on va essayer de décrypter ensemble toutes ces informations obscures. L'idée, c'est de donner des clés de compréhension pour un choix libre et éclairé sur les tablettes de chocolat que vous pouvez acheter, quel que soit le milieu et l'environnement. Exactement, alors merci de nous rejoindre et on espère que vous resterez. Allez, c'est parti, on y va? Oui, alors c'était très intéressant notre conversation avec Pascal sur l'expérience de vente. Alors déjà, on comprend que ça fait beaucoup de différence rentrer dans une chocolaterie artisanale parce qu'on a toute cette information, transparence et service qui est top, qui nous aide à comprendre mieux un produit. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et même si on est des gens qui n'aiment pas trop demander à la personne qui a la chocolaterie, c'est pas facile d'acheter un chocolat. Et c'est quoi que tu cherches quand tu achètes un chocolat? C'est quoi la première chose que tu vois? Ça effectivement, comme disait Pascal dans l'épisode précédent, c'est que selon mon envie du moment, je vais être attiré peut-être par plus des pralinés ou du chocolat au lait où j'ai envie de découvrir vraiment une origine avec un cacao, donc je vais aller sur du noir pour vraiment aller sentir la fève. Donc en allant chez un bean to bar, un chocolatier bean to bar, en général, je vais quand même aller vers des noirs pure origine, vraiment au plus simple. Le moins sucré possible aussi, c'est-à-dire que pas en dessous de 75% de cacao, parce que sinon je ressens pas vraiment la fève à mon goût. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc aller chercher des pures origines pour goûter les origines, et puis la finesse du travail du chocolatier. Également aller aussi sur des créations un petit peu plus originales, pour voir aussi un petit peu quelle est sa folie. Exactement. Et j'aime bien demander toujours aux vendeurs, c'est lesquels vous préférez. Et ça, c'est un peu ma façon de faire pour aller chercher de la découverte, c'est de demander conseil, en fait, tout simplement, et de me laisser embarquer par les gens qui sont à la vente, quoi. Oui, comme tu dis, chercher un peu l'innovation, c'est quelque chose qui, à moi, ça me motive beaucoup. Quand je rentre en chocolaterie, je commence à voir tous les produits. Ça qui m'attire les yeux, normalement, c'est ça que je connais pas. J'ai jamais goûté ces combinaisons. Qu'est-ce que ça donne? Même si ils sont des choses parfois que j'aime pas trop, je me dis, bon, mais peut-être qu'avec ces combinaisons, ces mélanges, ça va être intéressant. Et je crois que ça parle beaucoup de la créativité qui travaille derrière et le travail des mélanges et d'équilibre qu'il y a derrière les laboratoires. Puis c'est aussi pour moi une forme de rencontre avec le chocolatier ou la chocolatière, parce que si cette personne est fière de présenter un produit qui est un peu une spécialité, c'est aussi un peu de son identité, c'est son propre goût qu'elle va vouloir partager. Donc c'est pour moi une découverte de comment est le palais de l'autre, en fait, un petit peu, et se rejoindre à travers cette expérience. Donc c'est une forme de rencontre aussi pour moi avec des gens qui sont dans la même passion que moi, qui est les plaisirs des papilles, quoi. Mais bon, comment tu fais quand tu n'es pas dans une chocolaterie où tu as tous ces côtés, on va dire, plus touchés, artisanal, contrôlé, bon, pas contrôlé, mais oui, plus créatif? Qu'est-ce que tu fais quand tu es au supermarché? Parce que c'est là que moi je trouve beaucoup de problèmes parfois. Oui, là pour le coup, on est dans une autre démarche, et c'est vrai que je me permets de dire aux clients... Évidemment, tout le monde ne peut pas chaque semaine, pour contenter son besoin de chocolat, venir chez un artisan chocolatier. Il y a quand même un écart de prix entre le supermarché et chez nous. Et donc, je comprends qu'on ne puisse pas venir à chaque fois, toutes les semaines. Et donc, je donne mes petits conseils, on va dire, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. On va donner des petits conseils pour décrypter les tablettes en supermarché. Donc, on y va. Donc en fait, dans un supermarché, effectivement, on va avoir plein de couleurs, ça va être très joli. On a des emballages comme ça de chez Lynn qui vont vraiment, moi, ça m'a plu, en fait, hein. Je trouve ça enfantin, ça brille,
c'est coloré, c'est très bien pensé au niveau packaging. Et puis finalement, par curiosité, j'ai acheté pour goûter et bon, c'est pas à la hauteur de mes attentes. Et de les packaging. Comment ? Et pas à l'auteur de les packaging en plus. Oui, exactement. C'est vrai que moi, j'ai pas aujourd'hui les moyens d'aller faire ce travail-là. Et voilà, bon, c'est notre approche. Et donc moi, ce que je vais tout de suite faire concrètement, alors il y a effectivement les informations du devant de l'emballage où on va avoir grosso modo est-ce que c'est du noir, est-ce que c'est du lait, mais on va pas tellement avoir d'informations, je trouve, sur le devant. Toi, c'est quoi tes premiers signes de recherche sans retourner les tablettes, quoi? Alors justement, je commence à regarder et moi, ça m'inquiète un peu quand un chocolat noir, par exemple, ne parle pas de l'origine. Pourquoi ? Parce que je sais tout de suite que ça va être un mélange de beaucoup de fèves différentes qui viennent de n'importe où, alors je sais que le goût, ça va être pas tout à fait intense. Après, s'il y a déjà l'origine, je commence à regarder s'il y a d'autres informations, comme par exemple les pourcentages, ou s'il y a une appellation. Et pour la recherche de cet épisode, par exemple, j'ai regardé, la dernière fois on a parlé des chocolats noirs, les chocolats au lait, les pourcentages. Mais en France, pour avoir une appellation de chocolat noir, déjà, on est à 43% de cacao. Alors, c'est très bas. Et pour moi, ça change beaucoup si l'étiquette dit chocolat noir ou si l'étiquette dit chocolat noir 77%, soit 80%. Et à moi, ça, c'est un indicatif de qu'ils cherchent de vraiment respecter, on va dire, être transparente au client. J'ai mis ces quantités, je ne dois pas les cacher derrière. À partir de là-bas, j'ajoute beaucoup pour les images qu'ils ont, si c'est visible la tablette. Et finalement, je tourne la tablette. Oui, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup l'idée de voir l'origine qu'on a. Bon, alors ça, ici, on n'est pas sur deux tablettes qui sont pas de supermarché, mais d'artisans. Et deux tablettes qui sont des supermarchés. Deux tablettes de supermarché. Et c'est vrai que... Alors, bon, celui-ci, Camayos, ils font que du cacao du Cameroun, donc ils l'ont pas forcément finalement marqué en gros sur leur tablette, mais c'est tout leur chocolat est fait avec du Cameroun, donc c'est normal qu'ils le précisent pas forcément. Mais de certaines façons, c'est indiqué ici, fève du Cameroun. C'est vrai, voilà. Au final, c'est indiqué. Ouais, c'est carrément intégré dans leur logo en réalité. Exactement. Donc, mais voilà, l'élément différenciant, c'est que on a l'origine qui est assez bien marquée. Quoique, on voit que Lindt fait des efforts aussi, on va pas non plus leur jeter que la pierre, mais on voit cacao origine Pérou. Donc ils font cet effort de commencer la traçabilité. Mais j'aimerais ne pas m'arrêter juste au pays, parce que justement, un pays, c'est comme la fameuse phrase que je donne, c'est est-ce qu'on dit j'aime le vin français, ça n'a aucun sens. Il y a aussi bien de la piquette que des plus grands vins quasiment du monde, donc on peut pas mettre tout dans le même panier. Donc je pense qu'on peut aller au-delà, et c'est important d'aller au-delà du pays, et d'aller jusqu'au producteur ou la coopérative au moins qui le centre de fermentation. Et déjà, on sait que selon chaque saison, le goût va changer dans un même terroir d'un producteur à un autre, ça va changer complètement, et les variétés de cacao aussi. Mais par contre, ils sont des informations qu'on n'a pas normalement, surtout si c'est une grande surface au supermarché. Alors, dans l'information qu'on a à juger, on va commencer à parler qu'est-ce qu'on peut trouver derrière l'étiquette. Allez, donc, comment on va faire pour décrypter? Je vais peut-être prendre... peu importe, je vais en prendre une comme ça, voilà. Donc, ce qu'on va avoir, c'est la liste des ingrédients, déjà. Donc, pour un chocolat noir, on va partir sur un exemple d'un chocolat noir qui est le plus simple. Et puis, parce qu'après, le lait ou le blanc, c'est d'autres ingrédients, disons. Donc là, ce que je vais pouvoir lire, c'est théoriquement, déjà, ce que je voulais dire, c'est que normalement, quelqu'un qui crée l'étiquette va mettre l'ordre des ingrédients en fonction de la proportion. Donc le premier ingrédient qui est marqué, c'est celui qu'on a le plus. Et ça, c'est quelque chose de général. C'est pas qu'en France, normalement, de façon mondiale, c'est les façons de faire. Ouais. Et bon, des fois, ça arrive des incohérences, mais là, on a premier ingrédient, fèves de cacao. Deuxième ingrédient, pur beurre de cacao. Et troisième ingrédient, sucre de canne. Donc bon, ils ont fait le choix de ne pas nous indiquer
combien il y avait de chaque ingrédient. Heureusement, on va voir, c'est un peu plus complexe, mais moi j'arrive à essayer à peu près de décrypter du coup ces proportions grâce à la tableau des valeurs nutritionnelles. Et ici, maintenant qu'on va commencer avec ce tableau, et je vais vous faire un peu de marquage dans les mots gras. On va voir toujours du gras en chocolat et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise ingrédient. Parfois, il y a ces connotations négatives au gras, mais on a un beurre de cacao qui est, au contraire, c'est un type de beurre, un type de gras qui est très assimilable par le corps et toujours quand c'est pas consommé dans de très hautes quantités. Alors, quand on voit que c'est un produit plein de gras, c'est pas quelque chose de négatif et au contraire, ça veut dire qu'ils ont utilisé un haut pourcentage de beurre de cacao. Voilà. Si dans des ingrédients, il n'y a que beurre de cacao, bien sûr. Tout à fait. Par exemple, là, donc, je vais avoir matière grasse 45 grammes sur 100, donc ça fait 45%. Moi, mon calcul, on va dire que je fais de manière générique parce que ma stratégie, je voudrais pouvoir identifier combien j'ai de beurre de cacao qui a été ajouté. Et pardon, je vais juste finir le tableau en disant que, parce que c'est l'autre important, c'est les glucides, où on est à 29 grammes. Donc, ce que je fais, c'est... je dis ça... Alors, on a un 75% de cacao. Ce qu'il faut savoir, déjà un premier point pour pouvoir décrypter, c'est que dans l'appellation, à chaque fois, le pourcentage du cacao qui est donné, c'est toujours tous les ingrédients du cacao qui sont comptabilisés. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que en ingrédients du cacao, on va pouvoir avoir donc la masse de cacao on peut appeler fève. En général, les industriels ils vont plutôt marquer masse de cacao ou pâte de cacao. Nous, on va plutôt mettre gruée de cacao ou fève torréfiée, enfin aussi c'est grillé, enfin plutôt fève en tant qu'artisan bean to bar. Donc voilà, ça c'est les appellations pour, on va dire, la pâte de cacao brute où on n'a pas extrait du beurre ou de la matière sèche. C'est vraiment la pâte de cacao dans son intégralité. Et puis on a donc aussi un autre ingrédient, le beurre de cacao, qui lui a été séparé de la masse de cacao. C'est vraiment la pure matière grasse de la fève. Et puis, on a aussi un troisième ingrédient qui peut être le cacao dégraissé. Il y a des tablettes de chocolat, notamment vraiment pur industriel, c'est vraiment tout est reconstitué. Donc, il y a d'un côté que la poudre de cacao, du gras et remettre ça ensemble. Alors, exactement. On comprend la logique, mais c'est des logiques industrielles. Et déjà, j'aimerais expliquer pourquoi est-ce qu'on mettrait tous ces ingrédients. Alors, à partir de la masse de cacao, on va avoir tous les arômes qui viennent de ces cacao. Avec le beurre de cacao, pourquoi l'additionner si on a déjà beurre de cacao présente? Bon, ça va être, on parlait, je crois que dans les premiers épisodes, ça va être justement pour assouplir un peu notre quantité de solide, pour avoir une texture beaucoup plus souple qui va fondre dès que ça touche les bouches. Et pourquoi est-ce qu'on additionnerait des cacao séchés? Bon, c'est une façon de standardiser. Et quand on sépare les gras et les sucres, et très fréquemment, les solides de cacao vont passer un process pour faire augmenter les couleurs, mais qui va retirer quelques arômes. Alors, c'est une façon que toutes les tablettes semblent exactement pareilles, de les mêmes couleurs, n'importe l'origine, par exemple, ou n'importe si tu as fait un mélange. Et c'est justement ça, ils vont avoir cette standardisation. C'est pour ça que ça s'utilise beaucoup dans l'industriel. Ah oui, et puis comme ils ont aussi, je dis c'est toujours, je vais pointer du doigt la mauvaise industrie. Il y a quelques gros qui font aussi du bon travail, mais dans le côté un peu obscur de l'univers du chocolat, ils ont des fèves qui sont tellement mauvaises à la dégustation que c'est assez intéressant pour eux parce que ça va enlever énormément d'aromatiques, et comme ils n'ont pas des bonnes aromatiques, il va rester un vague goût de chocolat. Ok, alors on parlait de la quantité, les différents ingrédients qu'on peut trouver dans les chocolats. Et dans ce cas, on va se concentrer dans les chocolats noirs et après on parlera de chocolat au lait ou des autres mélanges. Et c'est quoi les ingrédients qui sont plus suivants dans les chocolats noirs ou les ingrédients de base? Ouais, donc pour le chocolat noir, le taux de cacao qui est annoncé, ça va être plusieurs ingrédients qui sont regroupés dans ce taux. Donc le premier ingrédient, ça doit être normalement la pâte de cacao ou les fèves de cacao. C'est vrai qu'il y a plusieurs noms possibles. On peut dire pâte de cacao, masse,
fèves, gruées. Donc voilà, et c'est ces différentes appellations qui vont désigner vraiment le cacao brut, non séparé de différents éléments, enfin voilà, dans son ensemble. Et puis on aura aussi potentiellement dans ce taux qui est annoncé le beurre de cacao, qui lui a été séparé de la matière sèche. Et puis on a aussi des fois des chocolats industriels où ils vont aussi remettre du cacao dégraissé, donc en poudre, dans leur recette pour équilibrer. C'est vrai que c'est un process qui est vraiment très industriel. Exactement. Alors, le total, ça va englober tout qui vient de la fève de cacao, mais il y a différentes raisons pour lesquelles un producteur aimerait rajouter différentes parties d'une fève de cacao. La masse, c'est exactement l'ingrédient qui va donner les arômes du chocolat, mais on a aussi le beurre de cacao qui peut être rajouté. Normalement, ça se rajoute entre 5 et 15% pour donner texture à notre tablette de chocolat. Alors, c'est normal que ça va apparaître dans les premières douzièmes peut-être ingrédients. Et je ne sais pas si on a dit déjà que les rangements des ingrédients, c'est de les plus gros jusqu'à les plus petits. Je crois qu'on a déjà parlé. Oui, par exemple. C'est vrai que nous, notre logique à la chocolaterie du Nouveau Monde, c'est de mettre le moins de beurre de cacao possible en ajout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le beurre de cacao, alors il est très pratique pour fluidifier le chocolat. Donc c'est vrai qu'il y a surtout un confort pour le fabricant dans la fluidité du chocolat pour le manipuler chaud et le mouler, etc. Et un industriel qui a des machines automatisées avec des pompes et des tuyaux, etc. S'il a un chocolat qui est trop épais, trop visqueux, ça va être très compliqué. Et donc ils aiment mettre beaucoup de beurre de cacao pour que ça soit très fluide. Donc ça c'est un élément de différence entre nous, notre stratégie et quelqu'un qui met beaucoup de beurre. Et donc pourquoi on veut mettre peu de beurre ? C'est parce plus on va mettre de beurre de cacao, plus on va diluer les arômes de notre gruée de cacao. Alors que nous on veut quelque chose le plus aromatique possible. Et donc voilà, c'est un peu une différence, et à tel point que sur un noir 75%, j'ai déjà vu des étiquettes de chocolat industriel où ils mettaient 20% de beurre de cacao, donc il n'y avait plus que 55% de gruée, quand nous on n'en met que 5%. Voilà. Oui. Et là, il y a cet autre ingrédient qui peut apparaître, qui est très souvent utilisé par la grande industrie, et pour un peu les mêmes motifs, ça c'est les cacao dégraissé ou la matière séchée de cacao. Et cet contenu, cet ingrédient c'est très similaire à la poudre de cacao qu'on utilise à la maison. Normalement, ça va venir de les mêmes processus de séparation et c'est rajouté pour faire la tablette de cacao est standardisée. L'idée, c'est justement que les couleurs soient toujours pareilles, que les goûts soient toujours pareils. Alors, si on a un goût dilué, on va avoir un goût dilué, mais toujours pareil. Alors, l'idée, c'est justement s'il y a des mauvais arômes qui viennent de l'effet original, beaucoup de fois, cacher ces mauvais goûts, ces mauvais arômes. Et alors, ça, c'est les ingrédients de cacao qu'on peut trouver dans la partie derrière d'une tablette de chocolat. Et ici, c'est juste un exemple d'une tablette artisanale. Et pour moi, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Un chocolat qui a que les ingrédients nécessaires pour faire le chocolat. 3 ingrédients. Chocolat, beurre de cacao et du sucre. Ouais, et encore, il y a des puristes bean to bar qui vont vraiment aller fèves, sucre, c'est tout. Et ils vont pas rajouter de beurre. Alors par contre, c'est selon les. Alors, il y a certains cacaos qui vont être plus ou moins gras. C'est comme tous les fruits dans la nature, selon les variétés, les modes de culture, l'environnement, etc. Ils vont pas avoir les mêmes teneurs en nutriments. Et donc certains cacaos sont plus gras que d'autres. Et donc c'est vrai que quelqu'un qui va pas ajouter de beurre de cacao, il a plutôt intérêt à travailler avec des cacaos qui sont très gras au départ, parce que des cacaos au contraire maigres naturellement, ça va faire des pâtes très très épaisses, difficiles à travailler. Et il y a une autre chose très importante aussi, quand les fèves sont crues ou torréfiées. Normalement, on a uniquement l'écriture masse de cacao, cru de cacao, mais c'est vrai que dans quelques cas, comme la tablette qu'on a ici, on peut avoir des fèves qui sont complètement crues pour garder ces arômes. Et normalement, dans les ingrédients, ils vont aller clarifier. Et si on n'a pas cette écriture, normalement, on considère que c'est
torréfié. Ouais. J'en profite pour parce que j'ai un petit peu regardé la tablette Ombar, donc qu'on trouve en magasin bio, qui est faite en Angleterre. Et c'est intéressant les informations qu'ils donnent, et notamment en termes de composition. Donc ils vont, donc eux c'est un chocolat cru, donc qui n'a pas été torréfié. D'ailleurs je crois que j'ai appris par l'association Bean to Bar France que on ne peut pas dire aujourd'hui un chocolat cru, parce que la définition du chocolat en France, c'est que le cacao il doit être torréfié. Voilà. Alors après ils ont pas, par contre dans la loi n'est pas indiqué à quelle température le cacao doit être torréfié. Alors qu'il y a un chocolatier cru qui avait joué sur le fait de nous on torréfie à basse température, voilà, on dire en gros juste on dessèche nos fèves, mais voilà, donc il faut un peu batailler parfois avec les lois en place qui sont pas tout à fait à l'avantage des artisans bean to bar, où on est dans l'exploration. Et alors que le cadre légal est très bien fait pour les industriels. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi, parce qu'il peut y avoir des gens qui ne vont pas consommer de cru, et c'est quelque chose qui devrait être spécifié. Il y a un truc là-bas qu'il faut remplir dans la loi. Et du coup, ce qui m'a amusé, c'est que... Ah non, il y a ce chocolat noir bio avec rajout de lactobacillus acidophilus. Donc eux, ils ont carrément... Je crois que c'était naturellement dans les fèves crues et qu'ils l'avaient ajouté, mais en fait, non, ils font carrément un ajout d'un ferment pour probablement stabiliser... Alors, je suis désolé, en fait, je découvre en même temps que j'en parle, mais je trouve ça assez bluffant d'aller dans ces détails-là. Je sais pas ce que c'est comme bactérie, mais à mon avis, ça doit être probiotique. Oui, le lactobacillus. Et exactement, et là on commence avec quel autre ingrédient c'est ce qu'on peut trouver dans un chocolat. Alors, pour continuer avec le chocolat noir, l'ingrédient qu'on trouve plus suivant dans tous les chocolats, c'est un émulsifiant. Et toujours, normalement, c'est spécifié que l'émulsifiant il y a, c'est la lécithine, soit de soja, de tournesol, ça peut être même une autre lécithine, et ça doit toujours être spécifié justement parce que c'est un ingrédient qui peut être dangereux à la santé si c'est consommé dans de très hautes quantités. Quand on parle de haute quantité, c'est si on consomme beaucoup de chocolat. C'est pas dire ça va jamais arriver, parce que le problème c'est quand on est très gourmand et on commence à manger beaucoup de chocolat, on peut commencer à avoir quelques symptômes assez facilement. Il me semble que c'est quelque chose comme 50 grammes. Je suis pas sûre, je le lis, mais il faut vérifier. Et ces ingrédients, c'est très souvent utilisé parce que ça permet que les sucres et les beurres continuent à être rattachés. Ça va donner au chocolat une vie plus longue que normalement, ça va éviter qu'une petite pellicule blanche qui peut apparaître dans les chocolats s'y développe rapidement. Et c'est très intéressant pour les industriels, exactement parce qu'ils vont être dans les supermarchés et il faut avoir une vie utile dans un supermarché de minimum 1 an. Et une personne qui va l'acheter, vous pouvoir le manger encore plus longtemps. Alors, c'est très intéressant parce que ça permet aussi au chocolat de résister à des températures plus hautes que d'habitude ou des changements de température. Ça, c'est un problème un défi qu'on trouve dans notre chocolaterie, comme éviter cette pellicule blanchisse. Mais le problème, c'est que ça change aussi la texture. Alors, ça peut être dangereux pour la santé dans des hautes quantités, mais aussi, ça va faire un chocolat qui a besoin plus de temps pour faire fondre dans la bouche. Ouais, tout à fait. Après, il y a deux. Moi, je connais 2 lécithines à ma connaissance. Il y a le soja et tournesol. Aujourd'hui, on a un débat dans l'association Bean to Bar France encore sur cette utilisation de lécithine. Quels sont ses dangers, ses risques, mais aussi son utilité, comme tu as parlé, d'un point de vue technique, c'est très pratique. Et il y a des gens qui apportent des arguments en faveur de la lécithine de tournesol et pas de soja. Et ce qui est surprenant, c'est que et montrer que effectivement, tu as même des compléments alimentaires
de lécithine de tournesol, ça a certaines propriétés. Oui. Voilà. Et justement, c'est très intéressant parce que la lécithine de soie, comme c'est une émulsifiante, et on peut la trouver même dans le cerveau humain. Et justement, c'est quelque chose qu'on a besoin. C'est quoi le problème? Et que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Moi, je trouve que c'est toujours important de le spécifier, mais ça provoque que beaucoup de gens qui adorent le chocolat ne peuvent pas les manger pour ces raisons. Mais c'est surtout qu'on les trouve dans beaucoup des autres... Il y en a partout, quoi. Il y a partout. Ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas juste, ah oui, je m'achète mon petit carré de chocolat. Normalement, dans tout qui est gras, il peut y avoir de l'eau, même si c'est du beurre, parfois même dans les crèmes. On commence à trouver et ça rajoute. Ouais. Alors, moi, je trouve que c'est pas quelque chose de mauvais. En général, rien n'est mauvais, rien chimique est mauvais, dépendant de comment tu l'utilises. Ouais, tout est dans la dose, comme on dit. Tout est dans la dose. Et on les trouve partout. Ouais, c'est ça. Et puis après, nous, notre démarche, c'est la chocolaterie, c'est moi, je suis parti du principe que, c'est pas quelque chose d'essentiel pour faire mon chocolat. Il est très bon sang, je n'ai pas vraiment aujourd'hui besoin. Si, il y a un autre argument qui était annoncé, même si j'y adhère pas forcément, mais j'ai envie d'être transparent, c'est que la lécithine donne de la fluidité aussi dans la préparation, et donc ça permettrait de baisser l'apport de beurre de cacao. Donc, en sachant qu'en ce moment, le beurre de cacao a triplé de prix avec l'inflation et la crise qu'on vit à travers la filière cacao, c'est économiquement hyper intéressant que de baisser de quelques points son taux de beurre dans les recettes en remplaçant par la lécithine qui, elle, vient en très faible quantité comparativement au beurre de cacao. Donc, c'est des choix après éthiques et de stratégies, de produits, de recettes... et aussi commercial, parce qu'après, il faut pouvoir le justifier et s'en défendre. Exactement. Non, et je disais avant que c'est très utile pour les changements de température, et ça c'est vrai ici en Europe, mais par exemple dans les pays producteurs, normalement, on est entre températures de 20 et 40 degrés. Alors à 40 degrés, c'est presque impossible de transporter le chocolat. Alors c'est déjà intéressant juste pour pouvoir les commercialiser dans des pays très chauds. Ouais. Et puis, on n'a pas parlé du sucre, c'est quand même un ingrédient assez important. Et parfois, c'est même les premiers ingrédients qui apparaissent. Ah oui, on a un exemple ici en bleu et doré, là. Celui qu'on a goûté avec Pascal. Voilà, sur le dernier épisode, effectivement, c'est vraiment le premier ingrédient, mais je me rappelle, mais c'est un taux assez impressionnant quand même. On est sur... Ça peut être même les premiers ingrédients dans une tablette de chocolat noir, justement parce qu'on disait que le minimum de cacao, c'est 43, alors il faut avoir 57% de sucre. Aïe. Et là, on est à 57% de sucre sur ce produit. Voilà, c'est indécent. Allez, je livre une petite réflexion et un peu une trouvaille que j'ai, moi, en termes de chiffres vis-à-vis de ma stratégie par rapport au sucre. Quels que soient mes produits, mon apport en sucre, j'ai remarqué que j'essaie de le limiter maximum à 30% sur tous mes ingrédients. Okay. Donc si je rajoute des amandes caramélisées dans ma recette, il faut qu'au total, dans mon produit, j'ai maximum 30% de sucre. Au-delà, j'ai l'impression de passer une barrière, un cap du trop sucré. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est un peu une règle d'or que je me suis fixée, de pas jamais dépasser les 30%. Et même les recettes les plus gourmandes, elles restent pas trop sucrées. Voilà. Et en même temps, ça marche bien. Donc ça, c'est mon petit tips, quoi. Même pour le blanc, le chocolat blanc, je le sucre à 30%. Après, il y a aussi d'autres ingrédients qui contiennent naturellement un petit peu de sucre. Par exemple, le lait en poudre est relativement très sucré. Ouais. Et puis le cacao aussi, il a quelques sucres aussi. Exactement. Et puis après... et quelque chose que je trouve très intéressant quand c'est annoncé dans une étiquette, c'est le type de sucre qu'ils utilisent. Exactement. Et si c'est du sucre de canne, si c'est du sucre blanc, du sucre roux, c'est un signe de transparence pour moi. Ouais, voilà, d'aller dans les détails. C'est vrai que juste pas marquer sucre ou cacao, mais voilà, d'aller préciser quelle était vraiment la nature de ce produit. Par exemple, on va citer quelques exemples. Ici, en bar, ils annoncent donc un sucre de fleur de coco. Donc voilà, il y a un choix d'alternatives.
Et ce qui est aussi au-delà de l'origine du fruit, qui peut être donc la noix de coco, la canne à sucre, la betterave. On a quoi d'autre après des sucres aussi un peu liquides comme le sirop d'agave, parfois du le miel. Voilà, le miel exactement. Là où je veux en venir, c'est le côté raffiné ou non raffiné. Parce que voilà, on peut dire sucre de fleur de coco, mais il peut avoir été raffiné. Donc, oui, c'est vrai. on est enlevé les impuretés, mais qui sont aussi des minéraux, des fibres, des enzymes qui vont aider à la digestion. Et donc moi je suis quand même très partisan du sucre non raffiné, quel que soit son origine, parce qu'il va être beaucoup plus complexe et donc digeste pour l'organisme, et ça n'a pas du tout le même effet, quoi. Et c'est intéressant aussi pour les côtés gourmands parce que ça apporte différents goûts. Et moi, j'aime bien regarder les étiquettes de façon générale. Je suis un peu nerd. Mais justement parce que ça dépend du type de sucre, comment ça va tomber dans la bouche. Et parfois, tu sens des sucres très rapides et ça disparaît ou parfois tu les sens très lentement et tu changes selon le type de sucre. Et les plus complexes, les sucres, et les plus complets qu'on a un sucre, le plus lentement que ça va arriver à la bouche, pareil pour l'organisme. Après, personnellement, quand on a des glucoses, on sent un pic de sucre dans la bouche, qu'après ça disparaît très complètement, mais c'est un pic que moi, personnellement, j'aime pas trop. Ouais. J'utilise beaucoup dans la pâtisserie, mais justement, quand c'est la confiserie, je préfère de l'éviter et aussi pour la santé, mais plus que pour la santé parce que j'aime pas ces sensations. Ouais. Alors, c'est peut-être intéressant pour les gens qui aiment bien ces légers goûts de coco. Il y a des gens qui adorent avec les dattes, les figues, c'est intéressant. C'est vrai que c'est toujours un débat aussi, le sucre, parce que il peut amener un goût. Oui. Et effectivement, le sucre non raffiné amène un goût de son produit d'origine, et c'est un choix gustatif qu'on fait. Et il y a des puristes en bean to bar même qui veulent pas amener un goût à travers le sucre, donc ils vont utiliser que du sucre blanc de canne ou de betterave pour ne pas perturber les arômes du cacao, parce que c'est ça qu'ils veulent vraiment mettre en avant dans leur tablette. Et je respecte, c'est après tout, voilà, aussi, et c'est au moins c'est clair. Après, nous du coup, on a fait le choix du sucre complet de canne, donc la panela. Piloncillo en Mexico. Comment t'appelles ça? Piloncillo. Ah ouais, c'est... Ça serait notre sucre complet. Ouais. Ok, et ça, ce qui m'intéresse, c'est que si t'as moyen d'en ramener dans tes valises, t'as trop de choses dans les valises. Je vais ramener deux mallettes, je crois. Voilà, du cacao, de la panela. Non, pardon, j'arrive Piloncillo. Ouais, c'est plus complexe pour moi, là. Piloncillo. Et parce que oui, par exemple, Costa Rica, ils appellent ça le rapadura. Ok. Et en fait, selon chaque pays, il y a un nom endémique. Ça, j'adore. Il y a aussi Muscovado, je crois. Muscovado también. Ouais, c'est plutôt en Asie. Je sais pas si c'est au Sri Lanka ou à Madagascar. Et voilà, donc nous, ce qu'on fait comme choix à Chocolaterie Nouveau Monde, c'est vraiment d'assumer ce goût à apporter. Moi, que j'aime bien, parce qu'on a des notes de miel, un peu caramel, et c'est vrai que ça donne une teinte générale, mais c'est notre signature, c'est une signature aromatique, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi de regarder différentes artisans, parce que normalement, dans les produits industriels, on va avoir un peu plus ce côté raffiné, ce côté sucré raffiné, justement pour standardiser. Et après, il y a d'autres ingrédients qui peuvent être présents dans un chocolat ou pas. C'est rarement le cas dans un chocolat noir, mais ça peut apparaître les extraits de vanille, arômes de vanille. Et parfois, ça va nous informer si c'est de l'extrait naturel ou si c'est un arôme naturel ou un arôme artificiel. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, surtout dans un chocolat noir, parce que s'ils rajoutent beaucoup d'arômes, même si c'est pas de vanille, d'autres choses, beaucoup de fois, ça veut dire qu'ils vont cacher aussi un peu les mauvais goûts, pareil qu'avec les cacao dégraissés, mais c'est une autre façon très discret de cacher des mauvais arômes et de faire sentir que l'arôme du chocolat, c'est l'arôme de la vanille. C'est trop peur. C'est encore une fois lisser les saveurs. Et ça me donne ça me rappelle un exemple dans un magasin bio avec donc une marque bio.
ils avaient des pures origines par pays. Je sais plus, il y avait Salvador, Madagascar. Et donc, je regarde les étiquetages derrière et je vois la vanille sur chaque tablette. Je me dis, mais pourquoi vous voulez faire du pure origine, vous embêtez à faire du pure origine, c'est pour mettre de la vanille et amener la même saveur à chacun. Pour moi, ça cache vraiment le fait qu'on n'ait pas des bonnes fèves au départ, parce que sinon, il y aurait une belle expression et je comprends pas pourquoi ils assument pas. Et là, moi, j'adore la vanille, mais en même temps, quand je veux goûter un arôme spécial, je veux que ça ne soit pas toujours la vanille. Ça, c'est un problème. Après, ça n'empêche pas un fabricant de faire un chocolat noir à la vanille et qui est annoncé, voilà, chocolat noir vanillé, c'est l'association qu'on veut vous proposer. Oui. Mais de l'amener comme une base systématique, c'est assez trompeur. Oui, je trouve aussi. Après, quand on a autre type de tablettes, par exemple les tablettes au lait, normalement on va voir l'ingrédient lait en poudre. Parfois aussi, ils rajoutent juste les gras du lait. Ça va être l'acide butyrique. Et ça veut dire uniquement que c'est la partie du gras. Et même tu sais qu'on en trouve dans le noir, hein. Il y a des chocolats noirs pâtissiers notamment, ils vont ajouter à chaque fois. Et pâtissière justement, tu dis beaucoup de fois ça serait intéressant de faire un autre épisode d'appellation, mais pourquoi pour moi ça c'était quelque chose de très difficile. Avant que je rentre à la chocolaterie, je voulais acheter un chocolat pour faire pâtisserie, mais je ne veux pas que ça soit un chocolat de mauvaise qualité. Comment est-ce que je peux le choisir? Et normalement je me rencontrais soit c'est très cher, ou soit il y a beaucoup de différents ingrédients, ou je ne comprends même pas c'est quoi la différence, mais ça c'est une différence très importante. C'est une façon de réduire les coûts du beurre de cacao. Rajouter autre type de gras. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je me pense, au niveau aromatique, d'adoucir des fèves qui sont âpres en bouche, d'amener un gras un peu doux comme le côté lacté, ça vient vraiment calmer l'aromatique qui est pas forcément agréable, quoi. Oui, c'est vrai. Et après, pour revenir quand même à la vanille, parce que moi je suis un peu gêné par tout ce qui est extrait, arôme. Nous, on utilise... désolé, je reviens toujours à nous, parce que c'est un peu pour moi un élément de comparaison de ce qui se fait à l'extérieur. Mais on utilise de la vanille, de la gousse entière réduite en poudre. C'est très pratique à l'utilisation, c'est très aromatique, c'est très simple, c'est très naturel. Et on n'a pas besoin d'entrer dans des jeux d'extraction, de machin. Enfin, je trouve... des fois, ça me perturbe, rendre les choses complexes alors qu'on peut les faire hyper simplement avec des ingrédients naturels qui vont être très très bons en fait, quoi. Et moi je trouve que avec des ingrédients comme la vanille, c'est intéressant d'avoir des extraits justement parce que ça te permet de dosifier très facilement et surtout de garder ces ingrédients que tu as sans avoir beaucoup de problèmes pour les maintenir. Par exemple on consomme beaucoup, mais en même temps un extrait naturel, et je trouve que c'est hyper utile. Et c'est pas nécessairement mauvais, ça peut être de très bonne qualité comme extrait. Et c'est justement, tu peux les garder 2 ans et il va avoir aucun souci. Mais une gousse de vanille, si tu commences à les couper, ça commence à oxyder, ça peut avoir des arômes différents. C'est toujours cette recherche de la constance qui mène le jeu, quoi. Oui. La conservation, Et bon, on lit un peu alors les qu'est-ce qu'on veut étiquettes décrypter d'autres pour essayer de vous aider? Les labels, ça je voulais bien parler. Et bon, dans le monde du chocolat, pareil que dans tout qu'on mange, on peut trouver différents types de labels qui vont nous indiquer un peu, qui vont nous donner un peu plus d'informations sur les ingrédients qu'il met. Dans ce cas, j'ai une tablette qui vient de La Fève au Palais, c'est une chocolaterie Bintou-Bar aussi, qui est proche de Toulouse. Il me semble qu'il y a c'est ça, oui, bien sûr. Et ça vient de Colombie. Et il met aussi les noms de producteurs, Arhuacos. Et il s'appelle... créateur de cacao, transformation de la fève dans nos ateliers, et il met l'écriture bio. Et derrière, on lit que tous les fèves de cacao sont bio dans un label d'agriculteur
dehors de l'Union européenne. C'est très important ici de savoir que l'appellation de bio, c'est quelque chose d'assez difficile dans les chocolats, justement parce que ça vient toujours de l'extérieur de l'Union européenne. Alors, il y a d'autres labels qui vont indiquer aussi que les produits sans pesticides, et par exemple, au Mexique, le label qu'on a le plus suivant, c'est Orgánico. Mais ça ne veut pas, ça peut pas se transformer directement en France comme bio. Alors c'est difficile d'avoir ce type de je crois que, bon là je suis pas sûr de moi, mais il faut qu'il y ait des organismes qui soient agrémentés par les organismes européens pour dire ok, vous avez le droit d'aller certifier du bio dans tel pays, et comme c'est pas très développé finalement dans des pays producteurs, ça peut coûter très très cher en fait de labelliser les fèves en bio sous nos normes à nous. Et du coup, c'est un vrai enjeu économique pour les producteurs, et donc il faut qu'ils soient vraiment sûrs derrière d'avoir un débouché commercial qui leur permette de pouvoir amortir le bio et d'avoir une plus-value. Et c'est pour ça qu'en réalité, dans le marché du cacao de spécialité et de très bonne qualité, il y a un certain nombre qui sont pas certifiés. Parce qu'ils sont trop petits, ils n'ont pas forcément les bons contacts, etc. Et du coup, c'est naturel, mais pas certifié, quoi. Et donc voilà, le label, à mon avis, ne fait. Après, quelle confiance on donne à un label, en fait. C'est un peu aussi la question. C'est-à-dire, ok, je vois une étiquette, mais c'est quoi la réalité derrière cette étiquette ? Là, je crois que je te propose qu'on se garde l'idée sous le coude pour un épisode spécifique. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui. Et justement, parce que bio, ça nous parle beaucoup sur la fève, mais pas sur le travail qui est autour de la fève. Voilà, c'est ça. En fait, voilà, c'est vraiment purement produit. Après, souvent, tout ce qui est les labels par rapport à travail de respect de l'humain, ça va être les labels éthiques. Et voilà, il y a des sacrés nombres de scandales aussi sur certains labels. Donc, je pense que moi, ça me ferait plaisir de prendre le temps de décortiquer tout ça. Parce que c'est bien de l'aborder. Par exemple, c'est vrai que sur Lint, on va avoir 2 labels ici avec une association, avec le Rainforest Alliance. Et je me pose plein de questions et j'ai envie d'aller creuser un petit peu. Donc, on va faire une enquête et puis on fera un petit compte rendu d'enquête sur un épisode. Parfait, on fera. Et après, ici, j'ai une autre tablette, on parlait tout à l'heure, c'est d'une autre VinTuber qui travaille toujours avec des fèves du Cameroun, c'est pour ça qu'il n'aimait pas l'origine. Et dans cette tablette, on va trouver par exemple qu'il n'y a pas de gluten, et il s'explique avec une petite map, je vais le rapprocher à la caméra. Tu veux, moi je tiens, si tu veux parler. Toi. Et il explique que c'est un chocolat solidaire et équitable pour développer les villages des Ayos au Cameroun et améliorer les conditions de vie des habitants. Alors déjà, ça montre... Moi, ça me plaît ce genre de démarche parce que là, on a une vraie histoire à taille humaine de partenariat entre un chocolatier français et puis un village au Cameroun. Pour moi, ça c'est un label qui celui de la confiance que j'appelle. C'est vraiment une véritable histoire qui se passe et on n'est pas sur une phrase marketing, un logo payé plusieurs milliers d'euros à l'année qui a pas forcément beaucoup de sens. Et donc c'est pour moi très inspirant ce genre de démarche et de le partager comme ça avec une certaine simplicité. Il y a une forme d'humilité et puis moi je le dis, les chocolatiers, c'est vraiment important d'aller les rencontrer et d'aller les questionner, de poser où est-ce que il y a plein de questions à poser, où est-ce que vous fournissez, auprès de qui, avec quel producteur vous travaillez, etc. Quel sucre vous utilisez. Et il faut faire cette enquête à l'artisanal, mais surtout à l'industriel. Parce que c'est partie des problèmes qu'on va continuer à consommer industriel. Alors il faut pousser à que ça améliore les façons. Et ça me fait penser que
justement, ce que je disais au début de l'épisode, c'est que je suis conscient que tout le monde ne peut pas s'acheter notre chocolat toutes les semaines. Et en général, je n'ai pas honte à recommander certaines marques, comme la marque Éthicable, parce que j'ai une grande confiance en eux dans leur travail. Donc, c'est une marque qu'on trouve en supermarché, avec une très bonne traçabilité, parce qu'ils vont sourcer jusqu'aux coopératives, qui en plus, ils font un travail d'accompagnement auprès des coopératives qui est assez exceptionnel. Et ça, ils arrivent à aujourd'hui proposer un chocolat, on va dire en mass market, pour tout à chacun, à un prix absolument abordable. Quitte à se faire plaisir dans le supermarché, je trouve que c'est une bonne solution. C'est dans les 2,50€ la tablette de 100 grammes, donc c'est un prix ultra abordable. Oui. Et c'est très compétitif avec d'autres tablettes industrielles. Et la qualité est vraiment sympa, quoi. Et la traçabilité, transparence est présente. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais bien aussi qu'on ouvre les tablettes. Et puis, on peut regarder donc l'emballage. Donc, soit on va avoir du carton. Après, tu veux montrer ? Donc il va y avoir effectivement ce qu'on peut regarder, c'est le poids du produit aussi. C'est vrai que comment dire, ça va de 20 grammes à 100, 200 grammes et souvent sur un emballage on voit pas forcément en apparence on sait pas forcément le poids de la tablette, donc c'est important de lire. Aucune des tablettes qu'on a ici c'est présent dans la phase de vente, on la met derrière aussi. Normalement, il faut regarder l'étiquette derrière pour avoir le pourcentage. J'ai une tablette à 80 grammes, celui de Cameroun, Camayos. Là, c'est 100 grammes ici, alors que l'emballage, il semble quand même plus petit. Et pourtant, on a plus de poids en chocolat. Et de la fève au palais, il y a aussi 80 grammes. Ouais. Dans l'emballage. Là, on barre la toute petite barre. Après, ça se voit qu'elle est plus petite. On a 35 grammes. Et donc, c'est vrai que le poids, le prix au kilo, normalement est marqué sur l'étiquette de vente dans le magasin. Mais voilà, c'est important de savoir en conscience à combien on paye notre chocolat. Et pour information, nos tablettes, elles sont à 70 grammes. Et voilà, donc c'était pour dire que chacun un peu fait sa sauce. Et puis après, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Parce qu'on va ouvrir, on va avoir la forme de la tablette, comment le moulage a été fait avec les carreaux. Là, par exemple, c'est des petites barres en long. En plus, je pense que c'est joué avec leur propre nom qui est Ombar. Donc, ils ont joué sur le côté barre. Et puis, il y a aussi l'épaisseur. L'épaisseur du chocolat. Est-ce que vous aimez un chocolat qui soit plus épais, plus fin ? Enfin voilà, ça c'est un choix du chocolatier. Ce qu'on a dans les mains dans ce moment, c'est la tablette de Ombar. Il vient avec un emballage d'aluminium et après un emballage de papier. Et l'emballage d'aluminium, il y a deux visages, un visage aluminium et un visage, il me semble, plastifié. Ouais. Et l'aluminium, c'est très utilisé dans les chocolats et pour une conservation, surtout contre les changements de température. Normalement, ça ne pose pas de problème pour la santé parce qu'il n'y a pas aucun type d'acide agressif présent qui peut dégrader l'aluminium. Mais bon, il y a un grand débat sur cette thématique ici. C'est pour ça que normalement, c'est soit plastifié ou séparé avec du papier. Et à l'intérieur, on trouve notre petite tablette, simplement. Ouais, et par rapport à l'aluminium, c'est un autre domaine, mais c'est celui de la bière. Il y a des débats justement sur l'écologie, est-ce qu'on fait des bières en bouteilles en verre, est-ce qu'on fait en canette, on existe aussi les canettes en aluminium, et j'ai discuté avec des microbrasseurs qui donc sont très artisans, etc., avec beaucoup d'engagement, et certains qui me racontaient que en fait le plus écologique selon eux pour leurs produits, ça serait des canettes en aluminium parce qu'elles sont très facilement recyclables comparativement au verre qui va demander beaucoup plus d'énergie à être retransformé. Et donc je me suis dit tiens, ça se trouve d'avoir une feuille d'aluminium dans la tablette, après il faut encore lui donner le bon circuit de recyclage. Mais c'est justement ça le problème. L'aluminium, c'est 99% recyclable si c'est pas coloré.
D'accord, ok. Alors déjà, on a un grand problème et après, il faut que ça soit pas mélangé avec d'autres matériels pour que ça soit recyclable. Et après, ça prend beaucoup d'eau aussi. Alors l'aluminium, quand c'est tout simple, pour moi, c'est génial. Mais en général, je trouve très très bien. Mais c'est vrai que... Là, celui sur la tablette là, avec le côté pelliculé plastique, ça s'est perdu. On ne pourra pas le recycler comme une autre marque ici qui ont vraiment... Pardon. Probablement, tu as besoin d'autres types de machines pour le faire. Je ne saurais pas comment les recycler. Ouais. Après, il y a des chocolatiers Bean to Bar qui font dans l'aluminium et à la main, ils vont faire un peu comme de l'origami. Ils vont plier chaque tablette dans l'aluminium. Moi, je trouve génial, mais c'est un défi. Ouais, moi, j'ai jamais fait. Économiquement, aujourd'hui, pour nous, ça serait pas rentable. Non, c'est très long à la main, c'est très long. Mais voilà, donc on attendra la machine automatisée. Quelques jours. Alors, c'est ça, un défi pour le futur, oui, pour l'instant, on goûte. Une autre fois, je vais dire le nom, c'est Ombar. 72%. Donc là, qui est un cacao non torréfié. Ça croustille beaucoup. Ouais, très croquant. Très doux. C'est extrêmement doux, le côté cacao et c'est très aromatique. Je trouve une grosse surprise, surtout parce que c'est cru, mais les longueurs un peu c'est longue. Le goût du cacao, c'est très présent. Je me demande si ça peut avoir beaucoup d'effets, le sucre de coco. De fleurs de coco, c'était? Ouais, moi je ressens je perçois le sucre de coco. Je trouve que c'est une perception différente de la tienne, mais que justement le cacao, je le trouve pas très prononcé à mon goût. C'est très doux, onctueux, mais ça manque de punch pour moi par rapport à ce que j'aime dans le chocolat. Mais c'est aussi du cru, alors j'espère. Et ouais, par contre, pour du cru, je trouve qu'il est particulièrement doux parce que des fois, ça peut être assez côté fermenté, on le sent fortement. Il y a une attaque en bouche. Nous, on fait également du cru, mais c'est vrai qu'il est un peu bizarre au début, mais après, on a un vrai bon goût de chocolat. Exactement. Et là, on a beaucoup plus de douceur, mais on n'est pas perturbé au début, donc c'est une autre approche, quoi. Et ça, c'est une tablette qu'on peut trouver au supermarché. Alors encore, pour ceux qui vont acheter au supermarché, il y a de bonnes options. Ouais. Il faut juste lire. Supermarché bio quand même, pour le coup. Ils sont vendus qu'en magasin spécialisé. Et puis on peut essayer. Je vais les présenter, mais on a déjà goûté, alors on ne va pas goûter. Le lint, il est présenté avec un emballage en aluminium. C'est intéressant. Alors, carton et aluminium pour tout qui est conservation, c'est génial. Et là, c'est vrai que c'est le Camayos, c'est marrant, il n'y a qu'un emballage carton et assez spécial. C'est la première fois que je vois une forme pareille qui n'est pas tout à fait rectangulaire. On a des courbes sur les côtés. Il faut l'ouvrir de les trois côtés. Il y a un côté coffret un peu. On ouvre, comme si c'était un cadeau. Je trouve que c'était pas trop facile d'ouvrir sans les casser. Ouais, c'est vrai qu'on a maltraité l'emballage. Allez. Ok, ça croustille bien. On est sur un noir 75. Ouais, là, ça punch là. Oui, déjà, on parle de graines qui sont torréfiées. Oui. Ça se sent très bien. Il y a sucre de canne et il ne spécifie pas si c'est si c'est complet ou si c'est raffiné. En général, si c'est pas spécifié, c'est que c'est du blond ou du blanc, enfin du sucre raffiné, quoi. Et alors, ça qu'on sent, c'est probablement que le goût du cacao, et c'est très présent, une longueur en bouche. Il est en couleur aussi, il est très noir. Moi, je le trouve particulièrement foncé. Et une aromatique puissante. Alors,
un côté... Enfin, moi, ça me projette. J'ai pas les saveurs, mais je me retrouve dans la jungle. En fait. Je t'avoue que ça me projette dans une image comme ça de forêt. Mhm. Et avec les arbres. Je me vois vraiment avec des arbres, en fait. Tu vois. C'est pas très acide. Non. Je dirais même un peu floral. Ouais. Et ouais, ce côté, exactement, des fleurs très parfumées, un peu charnues, enfin avec un côté charnel. Et ça donne envie de continuer à manger. C'est très très on bon. y revient. Celui c'est trouvé dans ces chocolateries, je m'imagine que dans les sites internet. Oui, ils ont un site internet, ouais. Donc eux, ils sont basés en Savoie. Et donc c'est camayos.fr. Et donc c'est un très beau projet. Et puis voilà, ils sont assez engagés au niveau de la filière Bean to Bar. Donc c'est voilà, des confrères qui sont chouettes. Et on goûte la dernière. C'est la tablette de la fève au palais. On est dans son 75% de Colombie. Et on a aussi sucre de canne. Et ici, on a un emballage carton. Et à l'intérieur, il y a un emballage. Je ne suis pas sûre si c'est que de plastique ou si c'est du cellophane. Je trouve aussi, tu vois, au niveau Bean to Bar, il y a vraiment un jeu sur les formes. Oui. Chacun cherche son style. Avec, là, il y a une boîte qui est assez atypique, qui s'ouvre d'une façon vraiment unique. Là, on est vraiment sur une barre tout en longueur, avec un design vraiment aussi singulier. Et c'est ça qui me plaît aussi, pour avoir vu plein de tablettes Bean to Bar. Et à chaque fois, il y a aussi une recherche très personnelle de comment présenter son chocolat. Alors que si tu vas au supermarché, grosso modo, elles ont toute cette forme-là, à peu près. Il y a une espèce de standard aussi dans le produit et dans le packaging. Et là, ce que j'adore, c'est on est vraiment sur une expression personnelle des artisans. La créativité. Ouais. Bon, on parlera sur ça aussi dans un épisode sur l'art. Dans le rapport de l'art et l'artisanat, Oui. comment les deux coexistent et s'affrontent. Et alors, on va goûter, ça coûte-t-il bien? Ah, tu gardes les deux morceaux, t'es comme ça, toi. Bon, bah, je me prends mon... D'accord, pas de problème. Oh, moi aussi, j'ai un beau carré. Et puis, ce choix aussi, est-ce que, question pour les commentaires, dites-nous si vous préférez un chocolat épais où on va vraiment mâcher, croquer, ou justement la finesse qui va fondre rapidement. Moi, je me situerai entre les deux, et toi? Moi, je crois que je préfère avec l'épaisseur. Ok. Aussi, j'aime bien quand c'est fin parce que ça fond rapidement en bouche, mais je trouve que c'est génial quand ça reste longtemps en bouche. Même je suis quelqu'un qui préfère de pas trop croquer le chocolat. J'aime bien quand ça fonde et que ça fonde lentement. Oui. Toi? Moi, je mâche pas mal quand même. Vraiment pour aller assez vite sur la fonte. Je suis trop pressé de goûter. C'est très différent. Je sais pas si dire un peu acide. Et en torréfaction, peut-être il a l'air un peu léger, une torréfaction assez légère. On sent Les couleurs encore aussi, c'est beaucoup moins foncé que ça qu'on a vu avant. des arômes assez doux. Il n'y a rien de très percutant. Et un petit côté texture qui me rappelle la châtaigne. C'est ce côté-là un peu sucré, un peu sableux, qui va fondre quand même doucement, enfin une fibre difficile à exprimer parce qu'ils ont chacun en fait une texture aussi. C'est ça. Il y a l'évolution des saveurs, mais tu as aussi des variations, chacun a sa texture et sa manière de fondre. Et en fonction de tous les paramètres, comment ça a été broyé, torréfié. La quantité de beurre aussi. Voilà, le beurre ajouté. Malheureusement, en général, on ne sait pas. Moi, j'avoue que ça me perturbe un peu. Je trouve qu'on aura tous intérêt à dire vraiment combien on met de chaque ingrédient. Au moins, c'est clair. Très intéressant aussi. Mon coup de cœur pour cette dégustation, ça va être Camayos. Moi, mais sans doute. C'était une vraie surprise. Waouh. Très intense. J'ai beaucoup aimé.
Mais en général, je crois que les 3 qu'on a goûtés sont très intéressants. Chaque un goût très très unique. Oui, atypique, ils ont leur identité. Atypique. Rien à voir un chocolat avec l'autre. On dirait que c'est pas les mêmes produits. Oups. Voilà, merci Sophia pour cet épisode. C'était tout en douceur aujourd'hui. Et là, on est, Oui, on a beaucoup goûté. Merci à toi. Et merci à tout le monde qui a resté avec nous dans ce long épisode. On a parlé de beaucoup de choses un peu techniques, mais on trouve que c'est quelque chose de difficile parfois, choisir le chocolat avec l'information qu'on a. Alors, merci pour rester, merci pour s'intéresser, merci pour continuer à nous motiver. Ouais, moi, ça reste un plaisir. Et puis, on a donc prochain épisode, on va aller encore plus loin dans la côté dégustation. Parce qu'on sent qu'on a envie d'exprimer davantage nos ressentis. Et donc, on va essayer d'explorer ça ensemble, d'aller voir comment on peut mieux décrire les saveurs et partager ce qu'on vit et que ça puisse vous inspirer pour vous aussi goûter du chocolat plus en conscience et d'aller travailler son palais pour affiner ses sens, quoi. Et si vous avez envie pour le prochain épisode de préparer quelques petites tablettes, on va préparer quelques tablettes aussi, mais cette fois-ci avec une feuille de papier où on va annoter tout qu'on ressent et après on va partager qu'est-ce qu'on sent. Même si on goûte des tablettes différentes, on apprend tous ensemble comment le faire. Parce que c'est vrai qu'il faut une bonne description parfois et on n'arrive pas à les donner. Ouais. Et juste petit rappel sur tous nos réseaux sociaux. Et on a ici noté derrière moi. Et si vous voulez nous écouter, ça peut être soit en Spotify, en YouTube. Maintenant, on est présent aussi sur Deezer, Amazon et Apple Music. Et après, Instagram et TikTok, vous pouvez nous suivre dans @Radio Bintubar et vous pouvez me suivre dans mon compte professionnel dans @SophieORN et vous pouvez suivre la chocolaterie dans @chocolaterie du Nouveau Monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, salut.